Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 9. Lénina estimait avoir droit, après cette journée d'étrangeté et d'horreur, à un congé complet et absolu. Aussitôt qu'ils furent rentrés à l'hôtellerie, elle avala 6 comprimés d'un demi-gramme de soma, s'étendit sur son lit, et au bout de 10 minutes, elle était embarquée pour une éternité lunaire. Il se passerait 18 heures au moins avant qu'elle fût de retour dans le temps. Bernard, cependant, resta couché, pensif, et les yeux grands ouverts dans la nuit. Ce n'est que bien après minuit qu'il s'endormit, bien après minuit, mais son insomnie n'avait pas été stérile. Il avait un plan. Ponctuellement, le lendemain matin, à 10 heures, l'octavon à l'uniforme vert descendit de son hélicoptère. Bernard l'attendait parmi les agaves. Miss Crone a pris du soma pour s'offrir un congé, expliqua-t-il. Elle ne pourra guère en revenir avant 5 heures. Cela nous laisse donc 7 heures. Il aurait le temps de voler jusqu'à Santa Fe, d'y traiter tout ce qu'il avait à faire, et d'être à Malpé bien avant qu'elle se réveillât. Elle sera bien en sûreté ici toute seule? Comme en hélicoptère, lui assura l'octavon. Ils montèrent dans l'appareil et se mirent en route immédiatement. À 10h34, ils atterrirent sur le toit du bureau de poste de Santa Fe. À 10h37, Bernard était en communication avec le bureau de l'administrateur mondial à Whitehall. À 10h39, il causait avec le 4e secrétaire particulier de sa forderie. À 10h44, il répétait son histoire au premier secrétaire, et à 10h47 et demie, ce fut la voix profonde et sonore de Mustapha Meunier lui-même qui lui résonna aux oreilles. « Je me suis permis de penser, bredouilla Bernard, que votre forderie trouverait peut-être à cette question un intérêt scientifique suffisant. »« Oui, je lui trouve effectivement un intérêt scientifique suffisant, » dit la voix profonde. « Ramenez ces 2 individus avec vous à Londres. Votre forderie n'ignore pas qu'il me faudra une autorisation spéciale. » « Les ordres nécessaires, dit Mustapha Meunier, sont envoyés en ce moment même au conservateur de la réserve. Vous voudrez bien vous rendre immédiatement au bureau du conservateur. Au revoir, monsieur Marx. Il y eut le silence. Bernard raccrocha le récepteur et se dépêcha de remonter sur le toit. Bureau du conservateur, dit-il, à l'octavon en vert gamma. À 10h54, Bernard serrait la main du conservateur. Je suis ravi, monsieur Marx, ravi. Sa voix tonnante était empreinte de déférence. Nous venons de recevoir des ordres spéciaux. Je sais, dit Bernard, l'interrompant. J'étais en conversation téléphonique avec sa forderie il y a un instant. Le ton d'ennui qu'il avait mis dans sa voix sous-entendait qu'il avait l'habitude de causer avec sa forderie tous les jours de la semaine. Il se laissa tomber sur une chaise. Si vous voulez bien faire le nécessaire le plus tôt possible, répéta-t-il en accentuant, il s'amusait royalement. À 11h03, il avait dans sa poche tous les papiers nécessaires. À la prochaine, dit-il d'un ton protecteur au conservateur qui l'avait accompagné jusqu'à la porte de l'ascenseur. À la prochaine. Il alla à pied jusqu'à l'hôtel, prit un bain, un vibromassage par le vide, se rasa à l'appareil électrolytique, entendit par TSF les nouvelles de la matinée, s'offrit une demi-heure de télévision, dégusta à loisir son déjeuner, et à 2h30 s'envola avec l'octavon pour retourner à Malpé. Le jeune homme était devant l'hôtellerie. « Bernard, appela-t-il, Bernard !» Il n'y eut pas de réponse. Sans bruit, chaussé de ses mocassins en peau de daim, il monta les marches en courant et essaya d'ouvrir la porte. La porte était fermée à clé. Ils étaient partis. C'était la chose la plus terrible qui lui fût jamais arrivée. Elle lui avait demandé de venir les voir, et voilà qu'ils étaient partis. Il s'assit sur les marches et pleura. Une demi-heure plus tard, il eut l'idée de regarder par la fenêtre. La première chose qu'il vit, ce fut une mallette verte avec les initiales LC peintes sur le couvercle. La joie éclata en lui comme un feu qui s'embrase. Il ramassa une pierre. Le verre cassé tinta sur le sol. L'instant d'après, il était dans la pièce. Il ouvrit la mallette verte. Et tout à coup, il se trouva respirer le parfum de Lénina, s'emplissant les poumons de son être essentiel. Il sentit son cœur qui battait éperdument.
Un moment, il faillit s'évanouir. Puis, se penchant sur la précieuse boîte, il toucha, il souleva à la lumière, il examina. Les fermetures éclairs sur la culotte de rechange en velours de coton à la viscose que Lénina avait emportée lui furent d'abord une énigme, puis, l'ayant résolue, un ravissement. Zip et encore zip, zip et de nouveau zip. Il était enchanté. Les pantoufles vertes de la jeune femme étaient les choses les plus belles qu'il eût jamais vues. Il déplia une combinaison culotte à fermeture éclair, rougie, et la remit vivement en place, mais baisa un mouchoir à l'acétate parfumé, et se passa un foulard autour du cou. Ouvrant une boîte, il répandit un nuage de poudre parfumée. Il en eut les mains blanches comme s'il les avait trempées dans de la farine. Il se les essuya sur la poitrine, sur les épaules, sur les bras nus. Parfum délicieux. Il ferma les yeux. Il se frotta la joue contre son propre bras poudré. Contact d'une peau lisse contre son visage. Parfum de poussière musquée dans ses narines. Sa présence réelle. Lénina, chuchota-t-il. Lénina. Un bruit le fit sursauter. Le fit se retourner avec un sentiment de culpabilité. Il enfouit bien vite le produit de son larcin dans la mallette et ferma le couvercle. Puis il écouta de nouveau, regarda. Nul signe de vie, nul bruit. Et pourtant, il avait certainement entendu quelque chose qui ressemblait à un soupir, quelque chose qui ressemblait au grincement d'un parquet. Il se haussa sur la pointe des pieds pour aller à la porte, et ouvrant avec précaution, se trouva en face d'un large palier. Sur le côté opposé de ce palier était une autre porte, entr'ouverte. Il sortit, poussa, jeta un coup d'œil. Sur un lit bas, le drap rabattu en arrière, vêtue d'un pyjama d'une seule pièce à fermeture éclair, Lénina était étendue, dormant d'un sommeil profond, et si belle au milieu de ses boucles, si enfantinement touchante avec ses orteils roses et son visage grave et endormi, si confiante dans l'abandon de ses mains molles et de ses membres étendus, qu'il lui en vint les larmes aux yeux. Avec une infinité de précautions absolument superflues, car il eût fallu à tout le moins le fracas d'un coup de pistolet pour que Lénina revînt, avant le moment fixé du congé que lui avait donné le soma, il entra dans la pièce, il s'agenouilla à côté du lit, il contempla, il joignit les mains, ses lèvres remuèrent. Ses yeux, murmura-t-il, ses yeux, ses cheveux, sa joue, sa démarche, sa voix. Tu les manies en ton discours, ô sa main que voilà, en comparaison de laquelle tous les blancs sont noirs, écrivant leurs propres reproches contre le doux toucher de laquelle le duvet du jeune cygne est rugueux. Une mouche bourdonna autour d'elle, il la chassa en agitant la main. Les mouches, le souvenir lui en revint. Sur la merveille blanche qu'est la main de Juliette chérie peuvent saisir et dérober la grâce immortelle sur ses lèvres, oui, même dans leur chaste pudeur de vestale, rougissent cependant comme si elles jugeaient coupable leur propre baiser. Très lentement, du geste hésitant de quelqu'un qui se penche en avant pour caresser un oiseau timide et peut-être un peu dangereux, il avança la main. Elle reste là, tremblante, à 2 centimètres de ses doigts mollement pendants, tout près de les toucher. Osait-il profaner de sa main la plus indigne qui fût cette... Non, il n'osait point. L'oiseau était trop dangereux. Sa main retomba en arrière. Comme elle était belle, combien belle. Il se prit alors soudain à songer qu'il lui suffirait de saisir la fermeture éclair qu'elle avait au cou, et de tirer d'un seul coup, long, vigoureux. Il ferma les yeux. Il hocha rapidement la tête, du geste d'un chien qui se secoue les oreilles au sortir de l'eau. Détestable pensée. Il eut honte de lui-même. Chaste pudeur de Vestale. Il y eut dans l'air un vrombissement. Encore une mouche essayant de dérober des grâces immortelles. Une guêpe, il regarda, ne vit rien. Le vrombissement se fit de plus en plus fort, se localisa juste en dehors des fenêtres garnies de leurs volets. L'avion. Pris de panique, il se remit bien vite debout et courut dans l'autre pièce, franchit d'un bond la fenêtre ouverte, et se pressant le long du sentier, entre les hautes rangées d'agaves, arriva à temps pour recevoir Bernard Marx, comme il descendait de l'hélicoptère.